Bonjour, moi c'est Adèle. Bienvenue sur Humian, un podcast créé par SEW Isocom. Dans ce podcast, on questionne tech, notre IA sur l'industrie de demain. Que ce soit autour des ressources humaines, de la maintenance ou même du développement durable, Tech et des invités répondent à nos et à vos interrogations. Alors, rendez-vous tous les 15 jours autour de ma table pour échanger autour des grandes questions qui animent le monde industriel. Dis Tech, prêt à lancer la discussion ? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial, la formation des collaborateurs dans l'industrie. Pour casser un petit peu les clichés qu'on peut avoir autour de la formation, c'est pas juste un PowerPoint poussiéreux ou bien un cours magistral. En réalité, la formation professionnelle, elle vise à développer des compétences techniques, pratiques et théoriques qui sont nécessaires pour répondre aux exigences des différents postes du monde industriel. C'est autant un outil stratégique, un outil qui transforme les équipes et qui leur permet de maintenir leurs compétences et leur savoir-faire à jour, ainsi et surtout leur employabilité. Chez SEW Isocom, la formation professionnelle, elle est placée au cœur de nos enjeux RH. Nous investissons constamment dans nos talents pour leur permettre de se développer et d'évoluer avec l'entreprise. Et pour vous donner un petit chiffre, en 2023, ce sont 80% des collaborateurs qui ont eu accès à la formation. Aujourd'hui, nous avons une table ronde 100% féminine. J'accueille Éline Christopher, pilote de projet au service formation projet RH chez SEW Isocom. Bonjour Éline. Bonjour Adèle. Et Nathalie Wirth, cofondatrice de la société OneRH, qui est une société de conseil et de formation. Bonjour Nathalie. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, les méthodes évoluent pour transformer la montée en compétences. On entend parler d'e-learning, d'ateliers immersifs ou même des plateformes de réalité augmentée. Tech, quelle place occupera la formation des collaborateurs dans l'industrie dans un monde de plus en plus digital ? Dans un monde de plus en plus digital, la formation des collaborateurs dans l'industrie deviendra essentielle pour maîtriser les nouvelles technologies, développer des compétences numériques et s'adapter rapidement aux changements. L'apprentissage continu sera crucial pour rester compétitif, réduire les inégalités de compétences et encourager l'innovation. La formation jouera également un rôle clé dans l'accompagnement du changement et la sensibilisation aux enjeux éthiques et durables liés à la digitalisation. Pour résumer la réponse de Tech, on aurait du mal à envisager une industrie sans formation. L'enjeu dans les prochaines années, ce sera d'accompagner les personnes à la transformation digitale afin de rester compétitifs. Nathalie, qu'est-ce que tu penses de cette réponse ? Est-ce que tu as déjà le sentiment de faire face à ces enjeux ou pas ? Alors totalement, on y est déjà depuis de nombreuses années. L'industrie a toujours été pionnière dans cette transformation digitale. Elle l'est plus que jamais. Tout va vite de nos jours, donc c'est vrai que là c'est un enjeu aussi de compétitivité. Alors qu'est-ce qu'on constate aussi, qu'est-ce que j'observe, c'est relativement le sentiment de ces enjeux sont là, que l'humain en tout cas, quelle que soit sa nature, il est essentiel de pouvoir bien l'accompagner aussi. Tout le monde n'a pas la même maturité au regard aussi de ces projets de transformation digitale, que ce soit la prise en main d'un nouveau logiciel, que ce soit l'acquisition d'une nouvelle compétence sur une nouvelle ligne automatisée, encore plus digitale qu'avant. Donc il est vraiment précieux de bien s'interroger finalement aussi sur ces enjeux humains, d'identifier les risques, les obstacles auxquels on va effectivement auxquels on va faire face, et puis de pouvoir avoir avec les opérationnels et RH une réponse adaptée au contexte, au secteur aussi d'activité. Donc plus que jamais, les compétences vont être à déployer, l'humain dans la conduite du changement aussi à accompagner. Donc on va voir tout à l'heure la place qu'aura aussi la formation un peu plus dans les usages digitaux, mais voilà, l'enjeu crucial, il est de pouvoir accompagner la majorité des équipes à leur rythme, en fonction de leurs besoins, et d'être vigilant en tout cas aux risques qu'il pourrait y avoir. Éline, est-ce que tu as aussi quelque chose à dire sur la réponse de Tech ? Oui, complètement. Du coup, évoluant au sein du service formation, je réponds face à ces enjeux quotidiennement. On a des métiers aujourd'hui qui sont en perpétuelle évolution, qui se complexifient aussi de plus en plus, ce qui demande un niveau de technicité assez important. Donc, on a aussi cette nécessité d'adapter nos formations aux besoins de nos clients internes. Et nous qui sommes vitrine industrie 4.0, il est primordial pour nous de s'adapter aux évolutions et aussi d'être en veille de ce qui se fait tout simplement sur le marché. Donc là, tu as parlé d'industrie 4.0, d'adaptation des compétences, mais dans le concret, comment est-ce que vous faites pour adapter les compétences des collaborateurs à cette grande transformation numérique ? Alors aujourd'hui, c'est un enjeu auquel on essaye de répondre au quotidien. Comme je le disais tout à l'heure,
En termes de formation, notre objectif et notre rôle, ça va être notamment de challenger nos organismes de formation avec qui on travaille, qui sont nos partenaires. Donc on va les challenger sur les sujets, parfois les sortir de leur zone de confort, ou même parfois on va initier de nouveaux partenariats parce que les organismes n'ont pas forcément la compétence ou les attentes qu'on a nous en interne. Donc là, notre idée, ça va être vraiment de personnaliser l'approche de la formation, de vraiment pouvoir créer en fait un travail de co-construction, donc à la fois entre l'organisme de formation, les clients en interne, donc que ce soit des managers, des salariés ou autres, et nous-mêmes, le service RH formation. On va du coup pouvoir vraiment créer le cahier des charges ensemble pour pouvoir répondre aux besoins qui nous a été émis. Donc il y a cette partie d'approche personnalisée qui va être indispensable, mais à la fois ça va aussi être à nous d'initier des formations qui vont répondre aussi davantage à cette transformation numérique. On a aujourd'hui en interne un Fab Lab qui répond totalement en fait à ces enjeux. Où ça va être un espace où ils vont pouvoir retrouver des ateliers d'initiation à la transformation numérique qui vont du coup regrouper différentes thématiques comme la domotique, le montage vidéo, la conception 3D, mais aussi la réalité virtuelle. Donc ça va déjà leur mettre un pied directement dans ce monde-là pour ensuite forcément adapter aussi, être plus à l'aise en termes de changement par rapport à cette transformation digitale. Donc, comment on fait en sorte d'adapter ? Moi, je rejoins totalement Éline sur le travail collaboratif déjà entre entreprises et OF. On y reviendra plus tard. OF, organisme de formation. Absolument. Merci pour la précision. Mais aussi de bien s'interroger sur, en tant qu'entreprise, sur le besoin en compétences. Quelle est ma priorité ? Sur une feuille de route 2025-2026, qu'est-ce que j'adresse en priorité ? Donc, c'est vrai que le travail de recueil des besoins auprès des opérationnels et tout le travail aussi de fond que font les équipes RH est vraiment précieux pour ensuite pouvoir effectivement répondre dans une solution très personnalisée avec l'OF, c'est-à-dire venir nous challenger sur voilà notre cahier des charges, voilà ce qu'on veut avoir à l'atterrissage, c'est-à-dire c'est pas tant à la fin d'une journée de formation, qu'est-ce qui reste ? C'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc tout l'intérêt effectivement, c'est d'arriver à nous challenger, que nous aussi on arrive avec une offre de formation multipliant les outils, et le digital en fait largement partie, avec quand même toute une offre qui va donner le sentiment au collaborateur final de pouvoir vraiment s'approprier la thématique et acquérir fondamentalement les compétences. En tant que formatrice et consultante RH, c'est vrai que le prisme et de l'autre côté, c'est qu'on se met à la place du salarié, on se dit nous on veut en fait qu'il apprenne. Donc on ne sort pas juste d'une formation avec l'animation, c'est qu'est-ce qui lui en reste, et tout le travail notamment de suivi qu'on verra après avec les équipes RH est fondamental pour s'assurer que ça y est, en fait, c'est acquis. Et il peut aussi aller plus loin dans son apprentissage. Donc concrètement, les organismes de formation et les services RH des entreprises travaillent ensemble, mais concrètement, après, dans les services RH, Kéline, comment ça se passe Oui, très bonne question, Adèle. Ça me permettra de mettre en lumière un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Alors, dans un premier temps, on va forcément prendre contact avec les organismes de formation partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Si on s'entend sur déjà une thématique commune et que l'organisme s'entend de répondre sur la thématique, à ce moment-là, on va déjà dans un premier temps faire un recueil des besoins en interne pour ensuite prévoir un rendez-vous justement à 3. Donc avec le formateur ou la formatrice, ensuite avec notre client en interne et puis nous-mêmes sur la partie formation RH. On va du coup faire cette réunion un peu de cadrage finalement qui va nous permettre en fait, on aura des enjeux chacun différents. Donc le formateur va essayer de comprendre le besoin qu'on a nous en interne. Le client va pouvoir donc chez nous en interne expliquer ce dont il a besoin. À la fin, finalement, ce que Nathalie disait, qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre ? Qu'est-ce qu'à la fin de la formation, avec quoi il doit ressortir ? Qu'est-ce qu'il devra savoir faire ? Voilà, donc c'est un peu tout cet échange-là qu'on aura en commun pour ensuite avoir créé ce cahier des charges complet qu'on aura travaillé ensemble. Et puis ensuite, ne pas hésiter à faire des réunions entre-temps pour retravailler le contenu si c'est nécessaire. Aussi, le formateur a besoin de s'imprégner de la culture de l'entreprise, de pouvoir mettre un pas dans l'entreprise pour pouvoir comprendre comment on fonctionne chez nous, quels sont les processus, vraiment d'avoir cette culture qu'il faut aussi retransmettre en termes de formation. On est très, très vigilant là-dessus. Et puis finalement, de répondre tout simplement aux objectifs pédagogiques qui ont été émis au départ. Donc si je comprends bien, vous faites des formations ultra personnalisées pour les collaborateurs pour répondre au mieux à leurs besoins. Exactement. En fait, quand on a des besoins techniques, métiers,
où il y a besoin d'avoir une technicité spécifique sur un outil, sur un logiciel ou sur une pratique, à ce moment-là, on met en place en fait des besoins très personnalisés, enfin des formations très personnalisées qui vont en fait pouvoir permettre aux collaborateurs d'acquérir de nouvelles compétences et de pouvoir ensuite les mettre en œuvre au sein de l'entreprise. Là, on parle de collaborateurs formés, mais dans ces collaborateurs, il y a différentes tranches d'âge. Donc, je pense que ça a aussi son importance. Quelle est la différence entre les jeunes générations et les plus anciennes en termes de formation, surtout avec la digitalisation qui est de plus en plus présente, Nathalie ? Alors, c'est vrai que les jeunes générations sont souvent plus à l'aise sur ces outils numériques. Ils préfèrent aussi des formats courts, flexibles, à la carte. Ça, c'est vrai que c'est vraiment très marqué. Et pour autant, c'est vrai que, alors si on va voir aussi les générations plus anciennes, qu'est-ce qu'on constate ? C'est vrai qu'il y a un attachement qui est fort aussi à l'humain, donc aux formateurs. Et pour autant, quand on est dans des animations et qu'il y a un maillage générationnel qui est systématique, on s'aperçoit qu'au final, qu'est-ce qui est recherché de tous ? C'est finalement, effectivement, le regard du formateur, son expérience, son regard, ses success stories, puisque quand il nous partage ces retours d'expérience, il y a un volet émotionnel qui ressort et donc cela inspire fondamentalement là, tout le monde. Voilà, on n'est plus dans de la catégorisation d'une part. Et puis c'est vrai que ce qui est très apprécié aussi et là de tous, c'est de pouvoir s'exprimer, de croiser les regards de chacun, d'analyser les pratiques et de pouvoir simplement se poser, faire un pas de côté pour croiser et partager ces retours d'expérience. Et ça, c'est très précieux. Et fondamentalement, là-dessus, tout le monde se rejoint dans cette volonté de pouvoir se poser et de pouvoir échanger ensemble sur leur quotidien, tout en bénéficiant du regard extérieur, du référentiel du formateur. Et ça, c'est vrai que de plus en plus, en tout cas dans nos animations, et là je parle de manière générale, les techniques d'intelligence collective sont vraiment privilégiées pour qu'il reste une expérience de formation au sens émotionnel du terme, et que finalement cela facilite aussi, ce contexte d'apprentissage facilite amplement l'acquisition de la compétence et certainement plus facilement. Et on verra un peu plus tard, on en parlera, que dans les outils aussi du formateur, le digital facilite parfois certaines acquisitions, mais on verra que c'est pas toujours la réponse aussi. Voilà, et qu'il faut rester sur des schémas parfois plus traditionnels. Donc effectivement sur cette hybridation, je dirais des formats de formation, une génération apporte certainement de la fraîcheur ou de la nouveauté, et pour autant l'autre apporte aussi son lot de traditionnel, c'est pas le bon mot, mais en tout cas d'éléments plus humains, voilà, que parfois on a tendance à oublier avec l'essor des outils numériques. Pour compléter ce que Nathalie disait, c'est vrai que nous en interne on met aussi en place des formations pour les accompagner sur ces thématiques d'intergénérationnel, parce que c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui sera d'actualité chaque année, parce qu'aujourd'hui on fait face à des anciennes générations qui ont plus de difficultés par rapport à l'outil informatique, mais demain ou dans 20 ans, il y aura d'autres sujets qui aura aussi du mal un jour. Exactement, on sera aussi en retard. Donc je pense que c'est un sujet qui est au cœur de la formation aussi. C'est aussi important de les initier à ce genre de thématiques et de les accompagner là-dessus. Donc c'est ce qu'on fait sur des ateliers un peu, comme le disait Nathalie, un peu d'intelligence collective aussi. On va discuter la génération Z par exemple, ou vraiment des relations, parce que c'est vrai que dans certains services, on peut avoir des grandes différences d'âge. Donc c'est important de savoir travailler avec chacun. Il faut que tout le monde se comprenne. Exactement. Et je pense que comme le disait Nathalie, chacun apprend des autres. Et c'est là où le rôle du formateur est très important, parce que c'est à lui d'adapter aussi sa pédagogie au public qu'il a en face de lui. C'est devenu en tout cas, et je te rejoins totalement Éline, un vrai animateur de formation. C'est même plus un formateur, c'est un animateur, un facilitateur. Totalement. Et c'est vrai que systématiquement, avant même dans ce travail tripartite qu'on évoquait tout à l'heure entre l'entreprise, l'OF et puis l'opérationnel, on se pose aussi de plus en plus avec l'entreprise sur quel est le profil apprenant, quels sont les profils de nos stagiaires, qui on a en termes de caractéristiques, en termes de métier évidemment, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, mais surtout quels sont les styles d'apprentissage privilégiés. Et ça, c'est vrai que nous aussi, en tant qu'OF, on interroge les besoins individuels. Quand on lance une formation, souvent, ils complètent, les stagiaires, un petit questionnaire pour savoir ce qu'ils attendent de la formation. Nous, on aime bien les interroger sur
quel style d'apprentissage vous privilégiez. Et ça permet totalement après au formateur de faire une approche personnalisée de sa journée ou de ses journées, et puis d'alterner effectivement les modalités. Et ce travail que font aussi d'ailleurs les équipes marketing, c'est ce travail du persona d'ailleurs, Adèle, ça doit te rappeler des souvenirs, permet finalement d'arriver avec effectivement un format de formation qui est peut-être disruptif, qui fait la différence, mais surtout qui marque les esprits. Et je suis convaincue, après maintenant quelques années de formation, et pour en partager aussi avec mes collègues et mes pairs, que ce qui reste d'une expérience de formation au-delà des compétences, c'est ce qu'on a vécu, et que finalement, quand on a vécu une émotion particulière, qu'elle soit du plaisir, de la joie, ou peut-être même d'une émotion négative, tout ça reste que la compétence finalement s'acquiert certainement beaucoup plus rapidement, ou reste dans l'esprit du salarié. Je vais rebondir sur ce que Nathalie a dit tout à l'heure, qui était très intéressant, c'est que on peut utiliser des nouvelles technologies pour certaines formations, mais que pour d'autres, c'est pas forcément la solution, qu'il faut peut-être rester sur des formations plus classiques. Donc, Éline, je voulais savoir, chez SEW Isocom, pour quel type de formation est-ce que ça peut être adapté, le digital, et pour lesquels ça peut ne pas du tout être adapté ? Oui, alors notamment dans le secteur de l'industrie, c'est encore plus parlant parce qu'on a effectivement des formations pour lesquelles ça va pas forcément être adapté, notamment je pense aux formations sécuritaires qui vont demander forcément du présentiel, qui vont demander des tests sur le poste de travail, qui vont du coup demander par exemple des simulations de cas, ce genre de choses, où là du coup la présence du formateur est indispensable. Et pour moi, le digital n'a pas forcément sa place parce que c'est à ce moment-là que le collaborateur va pouvoir vraiment comprendre ce qu'il a à faire, quelles compétences il doit avoir, et vraiment dans un cas réel à son poste. Au cas concret, ouais. Exactement. Moi, je pense à un cariste. Un cariste, il peut pas apprendre à piloter un engin sans un moment le faire, voilà, en tout à réel, fait. quoi. C'est ça. Ou même s'il devait l'apprendre à travers, je sais pas, quelque chose de digital ou un PowerPoint ou des tests, ce n'est vraiment pas la même chose. Donc pour moi là, c'est indispensable de garder cette relation humaine, et comme le disait Nathalie, on transmet aussi des émotions, on peut transmettre aussi notre expérience, et souvent c'est des formateurs qui ont énormément d'expérience, donc à ce moment-là, ça se transmet encore plus facilement et l'apprentissage est beaucoup plus facilité aussi. Pour ce qui est adapté, on aura du coup plutôt des formations plus techniques sur certains postes où là du coup on pourra amener un petit peu plus de digital dans le type de formation, peut-être plus aussi modernisé, comme le disait, c'est plus un outil finalement le digital que vraiment remplacer la formation avec un formateur qui est en présentiel et de manière humaine. Ça va plus être un outil pour vraiment créer cet apprentissage auprès du stagiaire qui est beaucoup plus interactif, beaucoup plus innovant, et là où le collaborateur va beaucoup plus capter finalement ce qu'il a à apprendre. Donc on va plutôt partir sur des formats un peu différents de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a aujourd'hui énormément de nouveaux formats de formation qui sont dispensés. Je pense notamment au Serious Game, par exemple, qui est un exemple où là, c'est-à-dire que c'est des collaborateurs qui vont en fait apprendre à travers le jeu. Donc ça peut être des jeux de plateau, ça peut aussi être des jeux sur l'ordinateur. Voilà, c'est pas forcément adapté à tout type de formation, mais pour des formations un peu plus techniques ou des formations plus sur des soft skills, développement personnel. À ce moment-là, je trouve que ça s'adapte plutôt bien. Pour les collaborateurs du Zocom qui nous écoutent, le Serious Game, typiquement, c'était ce qu'on avait fait à la formation cybersécurité, où on a appris en fait à se protéger, à protéger nos équipements informatiques avec un jeu de plateau, et c'est vrai que c'était très, très intéressant et beaucoup plus interactif qu'un PowerPoint et un formateur qui parle, quoi. Je trouve que ça reste plus ancré en mémoire. Ça marque, tout à fait. Oui. Et c'est vrai qu'après, selon les profils, il y en a qui ont besoin par exemple, de jouer ou de pratiquer, d'être dans le manuel. D'autres sont plus dans l'écoute ou dans l'auditif, dans les styles d'apprentissage. Mais c'est vrai que moi, je rejoins aussi là-dessus, Éline, à 110, 20%. Les nouvelles technologies sont une valeur complémentaire à l'animation. Et puis, c'est vrai que on a la chance d'avoir des outils aussi. Typiquement, chez OneRH, on a une plateforme LMS. Alors, c'est du Learning Management System, c'est-à-dire une plateforme de formation où, en fait, le stagiaire va se
connecter, il va avoir accès à des vidéos, des tutos, des escape games, des serious games, voilà, pour pouvoir finalement continuer d'acquérir de la connaissance, même a posteriori de la formation. Et c'est vrai que ces formats ludiques, finalement, nous sont très accessibles dans le sens où aujourd'hui, on a des éditeurs qui proposent des solutions clés en main. Donc, il suffit de mettre le contenu sur ces jeux et en 2-3 minutes, on a un moment sympa qu'on fait vivre, soit lors de l'animation, en jour J présentiel, soit a posteriori de la formation. Et c'est vrai que tout ça démontre que finalement, la place du digital, elle re-questionne encore une fois le parcours de formation et qu'aujourd'hui, je suis convaincue aussi que l'adulte en formation continue d'acquérir par des micro-apprentissages, mais qu'on peut plus se permettre de faire une formation en une seule fois. C'est vraiment d'espacer sur peut-être 3 à 6 mois le parcours de formation avec des temps en présentiel, des temps éventuellement à distance, ou bien sur des formats tels que je l'ai évoqué. Puis il ne faut pas qu'on oublie aussi que l'ère du Covid est passée par là et que quelque part, voilà, les apprenants recherchent vraiment aujourd'hui à recréer ce lien humain. Et finalement, de plus en plus, nous en tout cas, on fait quasiment même plus de formation en distanciel, par exemple, c'est-à-dire qu'on nous demande de venir parce que, à un moment donné, c'est réunir les équipes, faire qu'ils se parlent enfin, qu'ils prennent un peu de temps pour eux. Donc c'est aussi se dire le digital finalement a sa limite aussi et une limite aussi parce qu'on a encore une fois tous besoin d'échanger, de partager ensemble. C'est très vrai ce que dit Nathalie, parce que c'est vrai que chez nous, c'est une politique en interne de privilégier vraiment le présentiel dès que c'est possible. Sûr que le distanciel, ça peut être aussi pratique pour certains types de formations et parfois aussi des formateurs qui sont loin. Mais l'idée, c'est vraiment, nous, de privilégier déjà des organismes de formation qui sont à proximité, vraiment dans la région. Et du coup, pouvoir optimiser vraiment des formations en présentiel pour vraiment garder ce lien. Et on se rend compte que finalement, la formation, il n'y a rien de mieux que d'avoir un formateur en présentiel et pour pouvoir transmettre vraiment les émotions, les expériences, les ressentis. Enfin, je trouve que c'est vraiment essentiel. Et les équipes en redemandent, n'est-ce pas, Eline? Oui, complètement. Sur nos récentes expériences, voilà, ils se disent à la fin, mais c'est génial, on a pu se poser, on a eu un regard extérieur parce qu'on est tellement aussi, nous, dans notre quotidien qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un réveil extérieur de ce qui se fait aussi dans nos pratiques et puis simplement de prendre le temps. Et je crois que c'est vraiment la raison d'être aussi aujourd'hui en entreprise de faire ce pas de côté. Donc, non, c'est vraiment une garantie supplémentaire dans l'apprentissage, le digital et que du qualitatif, en tout cas. Et ça permet aussi, chez nous en interne, finalement, de se retrouver avec des collaborateurs d'autres services qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au quotidien. Donc, si on faisait ça à distance, chacun serait dans son bureau et ça réduirait le lien. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a cette force aussi. Aujourd'hui, SEW Isocom, on est une grande entreprise. On se connaît pas forcément tous non plus. On a 3 sites différents, un peu plus avec les DTC en France. Et du coup, le fait parfois de se retrouver ne serait-ce qu'une demi-journée en formation, ça permet aussi d'échanger les bonnes pratiques et de pouvoir rencontrer des collègues qu'on n'a jamais vus et vraiment de créer ce lien qui est indispensable. Un sentiment d'appartenance aussi. Complètement, ça joue dedans. Nathalie, c'était très vrai, je trouve, ce que tu as dit sur le post-Covid, qu'on a tellement été presque traumatisés par les confinements que tout ce qu'on voulait, c'était voir du monde. Absolument. Mais est-ce que demain, une fois que cette période post-Covid sera passée, qu'on aura un peu oublié, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les gens voudront retourner chez eux et imaginer maintenant des formations en distanciel, des formations carrément en réalité virtuelle avec des formateurs en hologramme, sans formateur? Est-ce que ce serait imaginable que demain on retourne dans ces schémas-là ou qu'on aille encore plus loin? C'est vrai que ça existe déjà, ça montre parfois son utilité, et c'est vrai que nos amis asiatiques là-dessus ont l'air d'être assez précurseurs, avec notamment l'IA ou le formateur finalement qui est là et qui fait son cours. Moi, je pense qu'il y a des différences culturelles aussi et qu'en France, on est quand même attaché à certains formats de formation et aux formateurs. Tout va dépendre après de la thématique, tout dépendra du contexte de l'entreprise, donc on peut pas standardiser finalement et je n'y crois plus en tout cas à la standardisation de la formation. Je rejoins totalement Eline sur l'hyper-personnalisation même de l'offre formation. Donc, certainement que ce sera sur des séquences de formation par rapport à des objectifs précis, peut-être une réponse, de faire de la classe virtuelle ou d'être dans l'usage d'outils digitaux particuliers. On a pas mal de ressources et quand je voyais encore il y a quelques semaines, on s'est retrouvés une grande partie des OF au sein de la région Grand Est pour passer toute une journée ensemble à réfléchir justement aux impacts du digital dans nos animations et dans notre propre posture de formateur. Quand on voit en fait la pléthore d'outils qui existent et qu'on ne connaît pas encore, le digital a de beaux jours devant eux et justement, le formateur
formateur a sa boîte à outils. Et en fait, c'est ça qui est formidable. C'est que parfois, il va venir sur un schéma plus traditionnel pour se dire que par rapport à cette séquence, je vais faire du descendant. Je vais faire mon cours magistral. Et puis, c'est ça qui va permettre d'assimiler parce que c'est de la théorie. En revanche, j'ai une palette extraordinaire et tout va dépendre de qui j'ai en face de moi pour pouvoir après associer les outils. Et je trouve aussi qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a tendance à vouloir toujours plus et vouloir toujours faire différemment et toujours plus vite. Et c'est vrai que le digital est beaucoup un rôle important là-dedans et c'est une des premières raisons ou causes. Ça dépend comment on l'entend. Mais du coup, je trouve qu'aujourd'hui, comme le disait Nathalie, les formateurs ont toutes les clés, ont tous les outils pour pouvoir dispenser des formations adaptées. Pouvoir transmettre les compétences, les savoir-faire aux stagiaires. Donc pour moi, je pense que c'est aussi primordial parfois de se contenter aussi déjà de ce qu'on a et en fait finalement de partir d'une base et de l'améliorer avec des outils digitaux totalement, d'utiliser ces outils-là pour justement prendre parfois différents axes et pouvoir dynamiser et puis rendre un peu plus attractif la formation. Mais je pense que, comme le disait Nathalie, avoir demain des formateurs en hologramme, pour moi, c'est l'espace. J'arrive pas du tout à m'imaginer ça et je souhaiterais pas que ça arrive non plus parce que pour moi, l'humain est primordial. Et comme dit, je pense qu'il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a et en être fier aussi parce que c'est une belle richesse. On a la chance aujourd'hui de travailler avec énormément d'organismes de formation avec qui ça se passe très bien. On est très satisfait des formateurs qu'on fait intervenir, mais aussi nos formateurs en interne qui eux aussi sont une très belle richesse pour l'entreprise. Et je pense que les remplacer demain par du digital, c'est pas forcément ce qui est souhaité. Et j'aimerais que ça continue dans ce sens-là. Pour conclure, vu que le temps passe très vite, on est dans l'industrie, dans des métiers qui ne cessent d'évoluer et les métiers deviennent de plus en plus spécifiques. Comment est-ce qu'on fait pour adapter la formation à ces métiers qui sont de plus en plus spécifiques avec des fois juste une personne qui a une compétence à valoriser et comment vous faites ? Alors c'est un réel enjeu. Donc ça va peut-être un peu reprendre ce qu'on s'est déjà dit, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut répéter parce que c'est essentiel aujourd'hui dans la formation. On parlait d'approche personnalisée, donc c'est là où le travail d'équipe il prend tout son sens. Travail d'équipe forcément entre l'organisme de formation, les clients en interne et puis nous-mêmes service formation dans une entreprise, c'est essentiel d'avoir vraiment de pouvoir en fait finalement répondre vraiment aux besoins de terrain, d'être vraiment dans le concret, de discuter avec les équipes. Vraiment créer cet échange-là et puis de savoir se remettre en question. Donc, on va remettre en question nos organismes de formation partenaires, mais aussi se remettre en question nous, en tant que service formation, pour se dire, OK, on a un besoin. Demain, comment est-ce qu'on peut y répondre ? Est-ce que du coup, on va plutôt vers cet organisme de formation partenaire-là ? Est-ce qu'on a la compétence en interne ? Ou alors, est-ce qu'on doit challenger un nouvel organisme de formation et voir ce que lui peut nous proposer ? Donc, c'est aussi ça notre force aujourd'hui, c'est que on a cette agilité de pouvoir se remettre en question, de challenger nos organismes de formation partenaires et de pouvoir du coup vraiment personnaliser les formations aux besoins de nos collaborateurs. Et ça, pour moi, c'est la réponse vraiment clé parce que c'est vrai que à l'époque, la formation, ça ressemblait plus à des formations catalogues. Demain, et aujourd'hui, c'est totalement plus le cas. C'est très très rare qu'on dispense en fait des formations catalogues. On est vraiment dans ce travail de co-construction. Et donc pour moi, pour justement répondre à ces métiers de plus en plus spécifiques, on va vraiment sur l'ultra personnalisation des besoins et justement aussi pour que le formateur puisse aussi s'immerger dans la culture de l'entreprise, qui est aussi essentielle pour faire passer les messages. Donc quand on parle ultra personnalisation, c'est-à-dire adapter le nombre de jours, adapter le contenu, adapter en fait aussi les outils qu'on va utiliser. C'est ça ? C'est ça, totalement. En fait, ça va être adapté aux besoins du collaborateur. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin comme outil ? Quel va être le contenu exactement de la formation ? Mais aussi, comme tu disais, le format, le nombre de jours. Parce qu'après, ça, on est un petit peu dépendant aussi du formateur. C'est lui qui va plus nous guider là-dessus, de combien de temps il faudrait. Mais finalement, parfois, on se rend compte que quand on affine petit à petit le besoin, finalement, au lieu de faire une formation sur 5 jours, on peut finalement faire une formation plutôt sur 3 jours. Donc, l'idée, c'est aussi d'optimiser le temps, à la fois en interne et rendre en fait la formation totalement efficace et utile pour qu'il puisse demain utiliser ses compétences à son poste. Et d'un point de vue organisme de formation, comment vous gérez ça ? C'est vrai que comment réussir à adapter la formation, c'est aussi de savoir quelles observations sont faites des stagiaires, qu'est-ce qu'ils attendent aussi, quels sont leurs besoins. Moi, j'aime bien aussi questionner un peu les expériences passées pour voir ce qui a marché, moins marché, pour aussi
revoir un peu le contenu. Moi, je crois fondamentalement à la puissance du service formation en interne et à cette casquette stratégique plus que jamais. Donc, je rejoins là-dessus aussi Eline pour avoir cette vision plus business partner parce que, encore une fois, former des collaborateurs, c'est favoriser la compétitivité de l'entreprise et puis évidemment l'employabilité des salariés. Tout ceci est relié. Donc, pour moi, c'est vraiment cultiver à la fois, comme disait Eline, la communauté de formateurs en interne, faire qu'ils grandissent aussi eux-mêmes dans leur façon de former, avec toutes les techniques d'intelligence collective et puis le digital, on en a longuement parlé, qui sont de véritables atouts. Et puis nous, finalement, en tant qu'OF, être extrêmement vigilants aussi dans l'innovation, la veille aussi. Et ça, c'est vrai que particulièrement depuis 2019, c'est assez précis pour nous, mais depuis qu'on est devenu finalement aussi Calliope, qui est un label qualité pour les organismes de formation, on n'a plus le choix. Et tant mieux, c'est-à-dire que dans une vraie logique PDCA, je parle un peu le langage aussi plus ingénieur, mais c'est pour dire que on se remet en question à chaque animation. On fait des bilans formateurs à chaud, à froid avec l'animateur de formation pour savoir comment ça s'est passé. Et on ne fait pas la même animation sur la même thématique, que ce soit pour un client ou pour un autre, parce que sans cesse, les choses évoluent. Donc ça, cette veille, cette boîte à outils qui s'enrichit aussi, elle est précieuse. Et puis ce travail d'équipe, moi je suis là-dessus ravie de voir aussi sur SEW Socom d'où on est parti, par exemple, il y a 3 ans, sur une thématique. Et aujourd'hui, cette même thématique, où est-ce qu'on l'amène ? Elle est fondamentalement un peu plus différente, plus dynamique. Et puis, on mesure à chaque fois les résultats. Et je sais que si on aura encore une prochaine fois, on aura aussi cette amélioration continue qui sera là. Et ça, c'est précieux aussi. Donc, j'invite finalement les entreprises, de manière générale aussi, à bien là-dessus nous challenger, continuer, parce qu'on a une très grande responsabilité, il faut quand même se le dire, dans la démarche compétence des salariés en industrie particulièrement. Pour conclure ce podcast et répondre au final à la question initiale, malgré la digitalisation, la formation occupera toujours une place primordiale et stratégique à la fois dans les entreprises industrielles ou non, mais aussi dans la vie du collaborateur pour son employabilité. La formation, c'est un réel levier d'attractivité et de compétitivité et surtout, l'humain restera au centre de la formation. Le digital, ce serait plus un outil et une aide à la formation sans jamais remplacer l'humain. On s'est aussi rendu compte lors de ce podcast que le service formation y joue un rôle essentiel dans l'accompagnement au changement et à la transformation digitale des entreprises. Si je devais résumer tout ce qu'on s'est dit en une phrase, la formation, c'est une richesse humaine et on aurait du mal à envisager un monde 100% digital. Merci à vous, Eline et Nathalie, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Merci à toi, Adèle. J'espère en tout cas que vous, les auditeurs, le sujet vous aura plu et que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous poser vos questions si vous en avez à l'adresse mail podcast.umian@usocom.com. C'était le dernier épisode de cette première saison. J'espère que tous les sujets vous auront plu, vous auront intéressé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison Umian. Merci à tous. À bientôt.